Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Comme lors de son premier mandat, Donald Trump a choisi l'Arabie Saoudite comme point de départ de sa première tournée internationale depuis son retour à la Maison-Blanche. Elle va le mener aussi au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Mais c'est avec Riyad que le président américain a une relation privilégiée, professionnelle comme personnelle. La Russie refuse, je cite, l'ultimatum qu'elle juge inacceptable lancé par Kiev de cesser les combats en Ukraine avant de reprendre les discussions directes sur la paix jeudi en Turquie. Moscou qui n'a pas répondu à l'invitation de Volodymyr Zelensky sur une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine à Istanbul. On y reviendra sur ces deux titres dans le journal de 11h. Des stars et la marche du monde. Le Festival de Cannes ouvre ses portes ce soir. Le jury, présidé par l'actrice française Juliette Binoche, va devoir choisir parmi les 22 films en compétition pour la Palme d'Or. Une édition très politique marquée par le procès Depardieu. L'acteur, un habitué du festival, est poursuivi pour agression sexuelle. Le jugement doit être rendu dans quelques minutes. Sur l'affiche de cette année, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans l'inoubliable Un homme et une femme, Palme d'Or 1966, le 78e Festival de Cannes, l'un des plus grands festivals du cinéma, ouvre ses portes donc tout à l'heure sur la Croisette. En choisissant ce film pour décor, l'équipe du festival a dit vouloir resserrer les corps, les cœurs et les âmes. Et il y a beaucoup de blessures à soigner, tant les accusations d'agression sexuelle et de viol et de violences sexuelles et sexistes en général se multiplient depuis des années dans le cinéma et pas que français d'ailleurs. Alors qu'on attend ce jugement au procès Depardieu, question posée ce matin sur ce fossé qui semble toujours exister dans la société entre la déferlante MeToo et ceux et celles qui disent vouloir résister à ce qu'il ou elle appelle une chasse aux sorcières médiatique. C'est Parlons-en ce matin avec Laure Manin, Frédéric Pollet-Rouillet et Louise Dupont qui est à Cannes, Marie Schuster qui sera avec nous tout à l'heure depuis le palais de justice de Paris, plateau 100% féminin, c'est pas si souvent, on a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour à vous Frédéric Pollet-Rouillet, merci d'être là. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles. Et vous avez, je tape le micro, assisté à certaines des journées du procès Depardieu il y a quelques semaines. Procès, on le dit, qui avait été très tendu. Bonjour Laure Manin. Vous êtes journaliste ici à France 24, vous êtes ici chez vous. On vous retrouve bien sûr toutes les semaines dans Actuel, le magazine de la rédaction de France 24 sur les droits des femmes. Et tout à l'heure, nous serons en direct aussi du palais de justice de Paris avec Marie Schuster. À Cannes, on vous retrouve Louise Dupont. Vous êtes bien sûr la présentatrice du journal de la culture ici sur France 24. Et je commence avec vous, Louise. Ce festival international du cinéma s'ouvre aujourd'hui, percuté donc par ce jugement dans l'affaire Depardieu. Depardieu qui a déjà été président du jury à Cannes, qui a été prix d'interprétation masculine. L'édition 2023 de ce festival de Cannes avait été marquée entre autres par la venue de Johnny Depp, celle de l'an dernier par l'affaire Judith Godrèche. Le cinéma, et pas que français, est loin d'en avoir fini, Louise, avec le mouvement MeToo. Oui, bonjour Pauline. Alors c'est sûr que ça prend du temps pour le Festival de Cannes de se mettre dans cette dynamique de ce mouvement MeToo, une révolution. On accuse encore souvent le festival pour son manque de parité, notamment dans la sélection des films qui sont présentés ici. Vous avez rappelé parfois la venue problématique de certaines personnalités. Johnny Depp en 2023 pour le film de Mai Wen, Jeanne du Barry, alors que son procès contre Amber Heard venait de se terminer. Comme je le disais, le festival tente petit à petit justement de prendre ce pli et de suivre ce mouvement MeToo. La présidente du festival, Iris Knobloch, a annoncé lors de la conférence de presse qui annonçait les films en sélection cette année qu'elle prenait note justement des différentes recommandations que le rapport de la commission parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles avait énoncées et que le festival allait essayer de s'améliorer. L'année dernière, déjà, il avait mis à l'honneur Judith Godrèche qui avait monté les marches avec des dizaines de victimes de violences sexistes et sexuelles à l'occasion de la projection de son court-métrage Moi aussi, qui revenait justement sur ces violences et ce qu'elle avait subi puisqu'elle avait porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau procès, celui de Depardieu et ce verdict qu'on attend est évidemment suivi et scruté ici à Cannes et bien plus largement
notamment par le milieu du cinéma. Vous restez avec nous, Louise, bien sûr, Affaire Depardieu, Judith Godrèche, Adèle Haenel, Polanski, Bedos, Maître Paulet-Rouillé. L'industrie du cinéma est en première ligne depuis plusieurs années, percutée par un mouvement qui touche bien sûr la société dans son ensemble, mais il y a quelque chose de singulier quand on touche au cinéma ou à la culture en général, la figure sacralisée de l'artiste. Ah, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les violences sexistes et sexuelles, elles traversent tous les corps professionnels, ça c'est évident. Mais c'est vrai qu'en matière de culture, en particulier de cinéma, il y a un certain nombre de facteurs qui se cumulent et qui sont des facteurs de risque en fait pour la production et la reproduction des violences. Et c'est vrai que l'art, et c'est vraiment par cela que commence le rapport d'ailleurs de la commission d'enquête sur les violences dans le milieu de la culture, l'idée de l'art et de la fascination qu'il exerce sur nous, effectivement, est quelque chose qui est susceptible d'éloigner le traitement des violences et surtout de silencier les victimes qui sont soumises effectivement à la fois à cette fascination et à une forme d'omerta qui existe dans ce secteur. Donc évidemment là le procès de Depardieu et la condamnation ou pas, mais enfin j'espère la condamnation qui va intervenir est un moment effectivement très important pour interroger ces violences plus largement dans ce secteur. D'ailleurs on parle souvent de la famille, la grande famille du cinéma, et dans cette famille-là, comme dans les autres, il y a ces injonctions au silence. Ah, évidemment, en fait, moi, ce que je veux saluer déjà, c'est vraiment le courage des deux victimes qui sont entrées dans cette arène judiciaire face à Depardieu et de leur avocate, dont je voudrais vraiment citer les noms, Karine Durieux-Diebold et Claude Vincent, et aussi la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui était représentée par Catherine Lemaguérès et qui accompagne depuis 35 ans les victimes de violences dans le milieu du travail. Et effectivement, ce sont des femmes qui s'élèvent en fait contre le silence. L'omerta, la lâcheté aussi beaucoup et la dissuasion. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu dans ce procès, c'était que vraiment il y avait une défense qui était une défense de dissuasion massive qui vise à déstabiliser les victimes, à les faire taire et surtout à décourager d'autres victimes potentiellement de pouvoir s'exprimer et dénoncer ces violences. Et une autre chose, si je peux me permettre, qui m'a semblé importante, c'est que Depardieu, c'est quand même un monarque dans le cinéma français. C'est le roi, en fait, du cinéma français, avec les privilèges qui vont avec, c'est-à-dire celui de la toute-puissance et de l'impunité. Et là, avec ce verdict, on est en train, je l'espère, de participer à la fin d'une monarchie. Et on a vu pendant ce procès à quel point c'était un procès de classe aussi, parce que les propos qui ont été tenus contre les victimes, à l'égard des victimes et à l'égard de leurs avocates, elles portaient sur leur tenue, elles portaient sur leur statut qui était minoré. Il y en a une qui a même été assimilée à une stagiaire. On a commenté effectivement leur tenue, leurs chaussures. Et il y a vraiment l'idée qu'il y avait un mépris absolu pour ces techniciennes de rien du tout, vous voyez, avec l'idée qu'on n'en revenait pas d'en être là. Et je crois que Depardieu, c'était ça. C'est-à-dire, mais comment est-ce possible que je sois ici ? Et comment ose-t-elle, en fait, m'interpeller compte tenu de ce que je représente pour le cinéma français. Alors. Et ça relance cette question qu'on pose régulièrement en France, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que précisément, si Depardieu s'est permis ça pendant si longtemps, parce que les témoignages sont multiples, tout le monde savait, on prévenait les femmes régulièrement pour les postes de habillage, maquillage, coiffure, on n'embauchait que des femmes avec un fort caractère, parce qu'elles étaient en proximité immédiate avec Depardieu, c'était quelque chose qui se savait dans le milieu, mais si précisément Gérard Depardieu a pu continuer aussi longtemps, c'est parce qu'on n'a pas séparé l'homme de l'artiste et parce qu'il était un artiste et un artiste reconnu, qu'il a pu se permettre ça pendant si longtemps et qu'il y avait effectivement une silenciation. C'était le très grand, le roi, comme vous dites, contre les toutes petites, les petites mains, celles qui n'osaient pas parler, qui n'osaient pas s'affirmer et qui avaient peur pour leur carrière. Parce que Gérard Depardieu, il n'a pas de carrière à perdre. On parle de chasse à l'homme, on dit ces hommes-là ne pourront pas faire carrière, on jette le blâme sur eux, etc., etc. La réalité, c'est que ce sont les femmes qui portent plainte, qui sont désignées comme des femmes vénales, comme des femmes intéressées, qui veulent attirer la gloire, qui veulent récupérer de l'argent, etc., etc. Mais c'est elles qui, à la fin, sont montrées du doigt, dont le nom est traîné dans la boue et qui, finalement, ne peuvent plus exercer dans ce milieu parce qu'elles sont problématiques. Louise Dupont, vous êtes en direct avec nous de Cannes. On voyait à l'instant, et c'est assez saisissant, des images d'archives d'un Gérard Depardieu en haut des marches du Festival de Cannes. Faut-il le rappeler, Gérard Depardieu, l'homme aux 200 films, l'un des acteurs les plus connus ici en France, et avec cette affaire et ce jugement qu'on attend, je le rappelle, c'est bien un jugement et pas un verdict, c'est une chute brutale qui s'annonce ?
Ah oui, c'est sûr, c'est une chute brutale. Enfin, on verra effectivement ce que donne ce jugement, s'il y a condamnation ou pas. On le rappelle aussi, il y a d'autres affaires qui concernent Gérard Depardieu. Donc, on n'en est qu'au début, sans doute, pour l'acteur. Mais c'est sûr, c'est l'acteur le plus connu du cinéma français à être rattrapé par ces accusations d'agression sexuelle. Et depuis, alors je rebondis sur ce que disait Laure, bien sûr, il n'a pas de carrière à perdre, etc. Mais sa carrière a quand même connu un coup d'arrêt pour l'acteur de 76 ans qui a vu certains de ses tournages annulés ou sa tournée Depardieu chante Barbara également suspendue. Mais ce qui est intéressant de voir, et vous parliez de famille du cinéma, c'est qu'au milieu de cette tempête médiatique et juridique, les soutiens sont toujours là pour Gérard Depardieu, d'une partie en tout cas de ce monde du cinéma. Une tribune avait été publiée avec des dizaines de noms qui dénonçaient ses agissements et son comportement sur les tournages. Mais on peut citer les soutiens qui sont venus notamment à ce procès. Il y a son ex-compagne, l'actrice Karine Silla, Vincent Pérez et bien sûr Fanny Ardant. On a beaucoup parlé du soutien qu'elle a apporté à Gérard Depardieu lors de ce procès. Et ce n'est pas seulement un soutien par la parole, puisqu'elle lui a offert un rôle dans son prochain film qui est actuellement en tournage aux Açores. Et ici, à Cannes, on sent aussi qu'on est un peu gêné aux entournures, puisque vous l'avez dit, c'était une personnalité incontournable du festival depuis des années. Et lorsqu'il a été interrogé hier lors de la conférence de presse, le délégué général du festival, Thierry Frémaux, a tout simplement dit « J'accueillerai ce jugement en tant que citoyen, mais je ne peux pas m'exprimer davantage sur la question. » Et on peut aussi noter ces derniers jours le soutien d'une ancienne figure du cinéma français, Brigitte Bardot, pour ne pas la citer. Le féminisme, je cite, « C'est pas mon truc parce que moi, j'aime bien les mecs ». Fin de citation. On lit encore Maître Paulet Rouillet ces derniers jours, là, dans les articles, et j'en ai fait, je peux le témoigner, dans les articles consacrés à l'affaire Depardieu, l'expression « monstre sacré » pour évoquer l'acteur. Dans « monstre sacré », en réalité, les deux mots posent problème séparément et ensemble. Le côté sacré, on l'a dit tout à l'heure, la sacralisation de l'artiste, et le fait de le considérer comme... Et le monstre, ce qui le mettrait en dehors de la société, alors que Gérard Depardieu est une illustration présumée d'un comportement plus systémique. Oui, tout à fait, mais on l'a vu aussi dans le procès de Mazan. Hein. Je crois que ça a contribué à une réflexion. Le procès des viols de Mazan. Voilà, le viol de Mazan sur la figure du monstre. Effectivement, alors pour les viols de Mazan, c'était Monsieur Tout-le-Monde. Il se trouve que Gérard Depardieu, ça n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. C'est un puissant dont la statue là est un peu dessillée. Mais par contre, ce qu'il produit auprès des femmes, dans les agressions qu'il se permet du fait de son statut, c'est quelque chose d'extrêmement commun dans le milieu du cinéma pour les facteurs qu'on a décrits tout à l'heure. Et c'est systémique. Et donc, c'est ce qui est notamment dénoncé en tout cas, révélé, mis sur la table. Là, on est en train de regarder le secteur de la culture en face, je crois, grâce notamment au rapport qui est intervenu et qui a été présenté début avril, avec l'idée que finalement, il a un pouvoir, certes, mais il profite aussi du fait que les violences sexuelles sur les femmes sont des choses très communes, qu'elles sont banalisées, qu'elles sont euphémisées, minimisées la plupart du temps, et qu'elles sont aussi en fait portées par un certain nombre de femmes. En réalité, parce que il y a Fanny Ardant, il y a Brigitte Bardot, mais qui sont des femmes en fait qui ont aussi internalisé la culture patriarcale en réalité, qui ont fait leur carrière à une époque où on ne l'interrogeait que très peu, et qui ont sans doute aussi en réalité été victimes de ces violences-là, et qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu accéder tout de même à des situations sociales enviables, voyez. Et donc elles se sentent... moi j'ai, compte tenu de mes dossiers, parce que je défends essentiellement des victimes, le déni de la réalité des violences qui sont systémiques et qui sont massives dans ce secteur comme dans d'autres, c'est quelque chose qui est internalisé aussi par les femmes. Et en général, c'est à la mesure des violences qu'elles ont elles-mêmes subies en réalité dans leur carrière ou dans leur vie tout court. À ce titre, on a vu tout à l'heure l'image de l'avocat de Gérard Depardieu, Maître Assous, qui a fait beaucoup parler de lui lors du procès. La défense de Gérard Depardieu lors du procès a été à la fois assez fragile et très offensive, avec le sentiment quand même que deux mondes s'affrontaient, qui avaient des lectures diamétralement opposées de la façon dont s'étaient passées les choses. Donc des agressions sexuelles racontées dans le détail par deux victimes
donc qui travaillaient sur ce tournage des volets verts, du film Les volets verts au début des années 2020, qui n'ont d'ailleurs pas changé de version. Et en face, Gérard Depardieu, qui disait notamment, je le cite, « Je ne vais pas m'amuser à 76 ans, à 150 kilos, à mettre des mains aux fesses. Je ne suis pas Émile Louis ». Absence totale de remise en cause, c'est ce qu'avait souligné d'ailleurs le procureur de la République. Et d'ailleurs, ça va lui valoir, enfin ça a été ce qui a été requis par le procureur, des soins psychiques pour cette absence de remise en cause précisément. Ce qui est intéressant, c'est que Gérard Depardieu, il a changé de version plusieurs fois, et c'est ça qui a contribué justement à donner plus de poids à la parole des victimes, qui elles ont eu effectivement des versions constantes, qui avaient des éléments factuels vérifiables de ces éléments d'agression. Par exemple, celle qui se fait appeler Sarah, qui était assistante réalisateur, elle a envoyé des textos en disant « il arrête pas de me tripoter, j'ai envie de lui mettre une tarte ». Parallèlement, effectivement, cette défense extrêmement agressive, oppressive, qui a même été qualifiée de sexiste de Jérémy Assous. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Gérard Depardieu, Jérémy Assous, c'est pas son premier avocat. Son premier avocat, c'était Christian Saint-Palais, qui est un grand ténor du barreau, extrêmement reconnu, mais qui est extrêmement calme, pas un mot plus haut que l'autre, extrêmement poli, etc. Enfin, tout le contraire de Jérémy Assous. Et pendant le procès, on a vu Depardieu dire de Jérémy Assous qu'il était formidable, etc. Donc il a choisi un avocat qui est à son image, violent, verbalement, qui prend de la place, qui fait du bruit, qui a fait des effets de manche, qui fait un peu du cinéma, et puis qui est très agressif avec les femmes. Vous parliez du fait qu'il avait parlé d'hystérie, qu'il se moquait aussi bien des plaignantes que des avocates. Il s'est moqué du rire, il s'est moqué de la voix. Il a été agressif également avec Charlotte Arnoult, qu'il a traité de mythomane. Charlotte Arnoult qui était dans le public. Charlotte Arnoult qui est une comédienne qui l'accuse de viol, ce pour quoi il y aura un procès. Et précisément, elle était là en tant que spectatrice, qu'accompagnatrice, que membre en soutien en fait aux femmes qui étaient les plaignantes de cette affaire, qui n'avaient donc rien à voir avec cette histoire-là. Mais quand on parle du fait que, en fait, en montrant ces femmes, en étant très agressif, on cherche à les silencier, c'est exactement ça qu'a fait Jérémy Assous. En fait, il essaie de casser les pattes à toutes ces femmes qui pourraient encore avoir la volonté de porter plainte contre Gérard Depardieu. Tout ça, ça n'a pas tellement été bloqué par le président du jury, qui n'a pas vraiment cherché à calmer les ardeurs, qui a dit qu'à un moment les débats n'étaient plus possibles, comme si les avocates des plaignantes, elles aussi, rajoutaient de l'huile sur le feu, ce qui n'était pas le cas. Donc ça fait partie des effets de manche qui sont encore acceptés par la justice en France, mais qui d'ailleurs ont valu à la France à plusieurs reprises d'être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour ce qu'on appelle la victimisation secondaire, c'est-à-dire les violences contre les victimes au cours des affaires judiciaires. Cette question, je viens vers vous dans un instant, Louise Dupont, vous êtes toujours à Cannes, mais d'un mot, Maître Paulé-Rouillet, quelques jours après la fin des audiences, ce même Maître Assous, qui a fait vraiment beaucoup parler de lui, a signé une tribune dans Le Monde, où je voulais vous livrer un extrait. Il écrit, je le cite, le nouveau dogme du « on vous croit » n'est tout simplement pas compatible avec le code de procédure pénale. Que des femmes qui disaient la vérité n'est pas des siècles durant été entendues ne signifie pas qu'aucune d'entre elles ne soit aujourd'hui dans l'incapacité absolue de mentir. Ce qui s'est dit là, et ce que dit cette tribune dépasse largement l'affaire Depardieu. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les affaires de violences sexistes et sexuelles en général. Oui, mais je crois que d'abord que la stratégie effectivement de la défense de M. Depardieu par son avocat Assous, l'idée c'est vraiment de recouvrir la clarté des faits en réalité et la solidité des arguments, de bruit, de calomnie, d'outrage sexiste, etc. Donc effectivement c'est extrêmement intimidant et l'idée c'est de s'éloigner du fond de l'affaire. Et ça c'est souvent le signe d'ailleurs d'un dossier assez fragile pénalement. C'est une stratégie en général qui vise à camoufler une sorte de vide en termes de stratégie en réalité et d'arguments s'agissant du plaignant. Mais cette tribune, elle essaye en fait de semer la confusion parce qu'il y a l'idée d'être agressif et puis aussi de rendre les choses et le débat confus pour éviter effectivement qu'il y ait un traitement efficace à terme de ces questions. Et donc on va brandir on va opposer en fait deux principes qui sont celui de l'expression des victimes, le fait qu'elles participent à une information elles informent sur un débat général qui est un débat de société. Les violences sexuelles, c'est pas quelque chose d'interpersonnel, c'est pas des problèmes, c'est pas du fait divers, on est face à un débat de société. Et donc on va brandir la présomption d'innocence, qui est un principe auquel on tient, toutes et tous, en tant que défenseuses de victimes aussi, en supposant que les victimes mentent. Alors,
Alors qu'en réalité, il s'agit de concilier des principes qui sont d'égale valeur, la liberté d'expression, la liberté d'informer, de prendre parti, de prendre position dans un débat public, et la liberté de respecter les droits des plaignants. Et donc, on doit pouvoir concilier ces deux grands principes, et c'est ce que fait la Cour de cassation. Quand elle autorise, par exemple, que le film de François Ozon sur les crimes sexuels dans l'Église sorte avant que ne soit condamné le père Pénat, par exemple, elle concilie la nécessité, en fait, avec des précautions, de contribuer à un débat important compte tenu du caractère massif de ces violences, et en même temps, les droits de la défense. Et donc, on est dans une conciliation entre la liberté d'expression et les droits de la défense et la présomption d'innocence. Voilà. Donc, la présomption d'innocence, c'est dire que monsieur n'est pas coupable tant qu'il n'est pas condamné. Pour autant, ça ne doit pas silencier les victimes, et en particulier les femmes. Et la liberté d'expression et la liberté d'information sont des libertés absolues qui sont d'égal statut. Sachant qu'au total, on le dit, je le précise, une vingtaine de femmes au total a accusé le comédien Gérard Depardieu de violences sexuelles et sexistes. Certaines de ces plaintes ont été classées pour prescription, mais donc il y a cette plainte pour viol qu'il conteste, qui donnera lieu sans doute à un procès. Louise Dupont, vous êtes toujours à Cannes avec nous. On a dit du cinéma français, mais à l'image de la société française, qu'il avait eu du retard à l'allumage après le début du mouvement MeToo, on le rappelle, venu des États-Unis. Le temps du cinéma, le temps de la justice n'est pas le temps politique. Il y a eu quand même effectivement des choses de fait ces derniers mois, et notamment cette très retentissante commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences commises dans le secteur de la culture. On l'évoquait tout à l'heure avec Maître Paulet Rouillet, il y a eu des dénonciations très claires de violences morales, sexistes, sexuelles, systémiques dans le monde de la culture, et il y a eu des propositions très concrètes, Louise. Oui, mais ces différentes affaires qui se multiplient, même si vous le précisez, ça prend énormément de temps. MeToo a commencé en 2017 à Hollywood, avant que Adèle Haenel fasse, on va dire, exploser le mouvement ici en France. On se souvient de la honte qu'elle a criée lors de la cérémonie des Césars. Mais c'est sûr que ces affaires ont un effet d'électrochoc sur ce milieu du cinéma. Alors d'abord, il y a cette libération de la parole des femmes qui osent raconter ce qu'elles vivent parfois depuis des années. Les hommes aussi, évidemment, plus timidement, plus lentement, mais commencent à s'exprimer, puisque lors de cette commission parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles, plusieurs acteurs, par exemple, se sont exprimés, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, qui ont reconnu que oui, ils ont pu avoir des comportements déplacés, un peu lourds, sur des tournages. Donc on voit quand même que cette libération de la parole agit. Les scènes intimes aussi diminuent dans les films. Une étude aux États-Unis a montré que 40% des scènes de sexe en moins sur les films qui sont produits dans les dernières années. Les assurances elles-mêmes sont en fait mis dans la boucle de ces changements, puisqu'elles prévoient des suspensions et même des annulations de tournage avec des compensations financières si des comportements déplacés venaient à déranger le bon déroulement des tournages. Et puis il existe un nouveau métier, alors qui s'installe progressivement, il n'est pas obligatoire, mais ce sont ces coordinateurs et coordinatrices d'intimité qui sont là justement pour superviser ces scènes intimes, pour vérifier que tout le monde est d'accord avec cette notion de consentement qui est devenue si importante, et veiller à ce que les choses se passent bien pour tout le monde et en toute confiance sur les plateaux de tournage. Louise, vous restez avec nous à l'instant. Cette dépêche de nos confrères de Reuters qui déclare que le tribunal correctionnel reconnaît coupable Gérard Depardieu d'agression sexuelle. On attend encore l'énoncé du jugement. On avait dit ça au moment du procès Mazan-Laure, qu'il y aurait un avant et un après. Je crois que c'est assez vrai dans l'affaire Dominique Pellicot. Est-ce que l'affaire Gérard Depardieu, à l'égard duquel le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis, peut vraiment créer un précédent ? Ça peut créer un précédent à plusieurs égards. D'abord parce que ça montre que aussi formidable soit-on, quelle que soit la carrière exceptionnelle qu'on ait eue, finalement on ne devient plus intouchable et il peut y avoir des sanctions. Ça va avoir évidemment un effet sociétal de remise en question des hommes sur leur comportement, des agresseurs et des agresseuses possiblement sur leur comportement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les productions cinématographiques vont commencer à se poser la question: est-ce que j'embauche tel acteur qui a telle réputation, même s'il n'a pas forcément été condamné? Est-ce que vraiment
c'est un risque intéressant à prendre. Oui, il est bankable, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un moment, une condamnation qui va avoir lieu, qui m'empêchera finalement de diffuser ce film, de le distribuer dans les salles? C'est pas très intéressant. La question se pose d'ailleurs concernant le film que tourne Fanny Ardant en ce moment avec Gérard Depardieu au Portugal. La production est financée, mais après cette affaire et ce jugement, est-ce que vraiment il y aura des salles pour le distribuer? C'est pas certain. Par ailleurs, il y a toute la question autour du fait que Gérard Depardieu, par exemple, dans ce qui a été requis par le procureur, pourrait être inscrit au fichier des agresseurs sexuels. Ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Parce que s'il y a ce précédent avec Gérard Depardieu, ça pourrait arriver avec d'autres. Or, par exemple, quand on veut tourner dans certaines productions, il y a une sorte de clause morale qui dit qu'on n'embauche pas des personnes qui ont des casseroles et qui pourraient être problématiques moralement. C'est notamment beaucoup le cas aux États-Unis. C'est valable dans le monde des affaires, c'est valable dans le monde du cinéma aussi. Et puis vous parliez de l'affaire Pellico. L'affaire Pellico, elle a eu aussi un effet dans cette affaire Depardieu parce que Sarah, l'une des deux plaignantes par exemple, elle disait qu'elle ne voulait pas porter plainte, qu'elle était très intimidée par la chose. Et on l'a vu, le traitement même de Gisèle Pellico. Il y avait des centaines de preuves, des milliers de preuves qui prouvaient qu'elle était inconsciente, que ces hommes avaient violé, qu'elle était victime d'un trafic sexuel. Et malgré tout, elle a été malmenée par la défense. Et en fait, ce que disait Sarah, c'est quand j'ai vu le courage de Gisèle Pellico et que je me suis dit qu'elle avait le courage non seulement d'assister au procès, de porter plainte et en plus de lever le huis clos, alors je me suis dit que j'aurais le courage aussi. Dernière chose, c'est aussi la médiatisation des affaires. Souvent, il y a les agresseurs et leur défense parlent d'un tribunal médiatique en disant qu'ils sont montrés du doigt et que finalement la justice plaide pour un non-lieu, qu'il y a un non-lieu à la fin de l'histoire, qui montre leur innocence. C'est pas du tout vrai. D'abord, un non-lieu, ce n'est pas une preuve d'innocence. C'est juste qu'on n'a pas les éléments pour statuer. Petit 1. Petit 2, souvent le tribunal médiatique, en fait, ça permet deux choses. D'abord, de montrer l'individu en question. Quand il y a des dizaines et des dizaines de plaintes sur la même personne, on peut imaginer qu'à la fin, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça ne remplace pas une décision de justice, on est bien d'accord, mais néanmoins. Donc ça entraîne une forme de méfiance vis-à-vis de la personne qui est montrée du doigt. Deuxièmement, ça entraîne aussi une forme de sororité entre les femmes qui ont été victimes. Je dis les femmes parce que dans 96% des cas, les femmes sont des victimes et c'est 96% des agresseurs sont des hommes. Et que ça crée une forme de solidarité, sororité entre ces femmes et qu'elles se disent, moi aussi je vais porter plainte. Là, typiquement, Amélie et Sarah, elles ont porté plainte pour des agressions sexuelles. C'est pas le pire qu'on reproche à Depardieu. Charlotte Arnoult l'accuse de viol à 2 reprises. Donc on pourrait imaginer que ce qui est vraiment grave dans cette affaire ces affaires sur Depardieu, c'est le viol. Et en réalité, il y aura peut-être prescription, il y aura peut-être pas d'aboutissement, il y aura peut-être un non-lieu, et ce sera peut-être finalement la condamnation pour agression sexuelle qui va réussir à faire de Depardieu la reconnaissance officielle qu'il est un agresseur. Donc il est 10h27 ici à Paris. Si vous nous rejoignez dans Parlons-en, je vous rappelle cette information qui vient de nous parvenir. Le tribunal correctionnel de Paris qui vient de reconnaître à l'instant Gérard Depardieu coupable d'agression sexuelle. On attend l'énoncé du jugement et de la peine éventuelle de prison. Maître, on est un peu dans le cœur du sujet là, Frédéric Paulet-Rouillet. J'ai 2 questions. La première sur ces accusations de tribunal médiatique qu'on entend depuis des années. Je pense à l'affaire Adèle Haenel. Adèle Haenel, on n'aurait pas connu cette affaire, elle n'aurait pas parlé si elle n'avait pas trouvé, en l'occurrence chez nos confrères de Mediapart, la voix pour exprimer un cas qu'à l'époque, elle ne voulait pas porter en justice, car la statistique lui montrait que la probabilité qu'elle soit entendue, je crois, 9 plaintes sur 10 aboutissent plus, vous me dites, alors... 0,6% de condamnation. Voilà. Donc sans la presse, il y aurait eu beaucoup d'affaires, et je crois que c'est le cas aussi d'ailleurs, cette affaire Depardieu. Sans la presse, il n'y aurait pas eu nombre de ces procès retentissants. Oui, alors sans pas n'importe quelle presse. En réalité, c'est-à-dire une presse d'enquête, une presse sérieuse, une presse qui prend son temps, qui ménage le contradictoire, qui interroge les uns, les unes et les autres, et qui finit par effectivement, comme l'a fait Mediapart, comme vous le faites ici, à donner en fait des éléments objectifs qui permettent effectivement de faire avancer le débat et qui font information. Voilà. Et donc quand effectivement les choses s'organisent de cette manière-là, et Dieu sait si pour défendre des victimes, je suis régulièrement en lien avec des sollicitations de la presse, en particulier de Mediapart. Vraiment, les choses elles sont faites avec sérieux, en profondeur. Les personnes sont reçues. Voilà. Ça, c'est pas du tribunal médiatique. C'est de l'information. C'est une liberté fondamentale.
Le tribunal médiatique, pardon, c'est quand on vient sur un plateau dévoiler, par exemple, des éléments de l'instruction, alors qu'il y a un secret d'instruction, par exemple dans l'affaire Depardieu sur les viols. Ça, c'est du tribunal médiatique, en réalité. C'est là qu'on exploite une situation de visibilité pour venir, en fait, tenter de peser sur le cours d'une action en justice. Voilà, ça, c'est effectivement très répréhensible et c'est pas de l'information. Louise Dupont, vous êtes toujours avec nous depuis Cannes et on vous remercie. Louise, Laure évoquait un sujet très important, me semble-t-il, à l'instant, la question de la réputation. Est-ce qu'une affaire comme celle de Gérard Depardieu pourrait effectivement freiner des réalisateurs, des productions de films à embaucher tel ou tel artiste, non pas parce qu'il aurait été condamné définitivement par la justice, mais parce qu'il y aurait autour de lui des rumeurs. Et là, on est un peu dans le cœur du sujet, hein, ces accusations de chasse aux sorcières qu'on entend de ci, de là. Comment est-ce que l'industrie du cinéma, qui est une industrie qui veut faire de l'argent avant tout, peut faire face à ça et comment peut-elle marcher sur cette crête ? C'est exactement ce que vous décrivez et ce qu'on décrit depuis le début de nos échanges. En fait, le monde du cinéma a besoin d'un cadre juridique. C'est pour ça que cette commission parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles est essentielle. Et c'est ce qu'elle a aussi mis à jour. Alors, elle a mis à jour beaucoup de complaisance de la part de ce milieu du cinéma. On a vu se succéder des dizaines de témoignages et de victimes de ces violences sexistes et sexuelles qui racontaient que ça se savait. Laure l'a aussi dit, les gens savaient, dans le cas de Depardieu, c'était connu par le milieu du cinéma depuis des années. Et il continuait à être invité à Cannes, à faire, comme vous l'avez dit, plus de 250 films à son actif, sans doute l'un des acteurs aussi les plus récompensés du cinéma français. Alors, à savoir comment est-ce que l'industrie va réagir à ce jugement ou juste à des rumeurs, c'est très difficile de savoir, puisque, comme on l'a précisé aussi, il y a des clans dans cette famille du cinéma. Il y a encore des gens qui considèrent qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, que Gérard Depardieu est un immense acteur et qu'il faut continuer à le faire travailler comme Fanny Ardant sur son dernier film. Mais en ayant un cadre juridique plus précis, en ayant ces métiers qui vont permettre d'encadrer les tournages, peut-être que le monde du cinéma va, entre guillemets, s'assainir et puis avancer vers justement un climat plus propice à un travail dans la confiance et la bonne entente. Alors, sur ce qui vient d'être dit, cette question, on tourne autour depuis plusieurs années de ce qu'on fait, je le dis familièrement, mais de ce qu'on fait de ces hommes qui ont des affaires qui tournent autour d'eux, mais qui ne sont pas jugés, qui n'ont pas fait l'objet de condamnation. Ça vaut pour le monde du cinéma, mais ça vaut en général. C'est une brèche dans laquelle s'engouffrent ceux qui sont contre ce mouvement MeToo, ou en tout cas qui ne s'affichent pas comme étant contre, mais qui émettent des réserves, qui critiquent celles qu'on peut appeler les victimes collatérales. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, collectivement ? C'est une excellente question. C'est assez philosophique en fait, parce que effectivement, faut-il condamner quelqu'un sur la base de rumeurs? Certainement pas. Faut-il éviter de travailler avec elle parce que on a dit que on ne peut pas empêcher certaines personnes de ne pas s'aimer et de calomnier d'autres. Je pense que dans l'affaire Depardieu, ça fait quand même très longtemps qu'il y a des rumeurs qui viennent et qui reviennent sur l'affaire. En 1974, quand il faisait la promotion des valseuses, il s'était lancé dans une grande interview pour Time Magazine et il avait dit que quand il avait 9 ans, il violait des filles et que ça faisait partie des activités de sa bande de copains à l'époque. Et il y avait une stupéfaction parmi les journalistes américains qui l'écoutaient, qui étaient tombés de leur chaise et puis il s'était retourné, il avait dit « Ah non, mais elles aimaient ça, elles voulaient ça ». Et après, des années après, il a dit « Non, mais en fait, c'est parce que je parlais mal anglais, j'ai cru que je pouvais dire des choses, mais elles voulaient pas, c'est pas violer que je voulais dire ». Bon, il est revenu là-dessus. N'empêche qu'il avait eu des propos extrêmement crus là-dessus, que lui-même revendique une forme d'expression graveleuse. Il a énuméré un certain nombre de propos graveleux pendant toute l'instruction. Pour revenir à ce qu'on disait sur l'ensemble d'un milieu qui doit se mettre en question, oui, c'est problématique parce qu'on ne peut pas encore trancher de façon définitive. Et de la même manière, un non-lieu ne signifie pas innocence. Donc, il faut procéder avec discernement, avec réflexion. Mais ça veut dire aussi qu'il faut se poser des questions
sanctions quand il y a plusieurs fois des propos qui reviennent. Et puis, en l'occurrence, Depardieu, ça n'était pas que des rumeurs, c'était des témoignages réguliers de plusieurs personnes qui rapportaient des propos et des actions similaires. Donc, il y a un moment, on peut aussi se dire que c'est plus que des rumeurs. Si vous nous rejoignez dans Parlons-en, je reprécise les toutes dernières informations qu'on a du tribunal correctionnel. La Cour avait reconnu Gérard Depardieu coupable dans l'une des 2 agressions sexuelles, et à l'instant, la Cour reconnaît l'acteur coupable dans les 2 affaires d'agression sexuelle qui ont eu lieu donc sur le même tournage, ce tournage des Volets Verts en 2022, agression contre Amélie et Sarah, dont je crois que ce n'est pas le prénom... Amélie et Sarah. Donc, Maître Paulet-Rouillet, la boussole, ça doit rester le droit, où effectivement il y a une compréhension qui doit se faire, et là encore, on marche sur une crête, mais qui peut parfois dépasser le cadre du système judiciaire sur cette histoire de réputation, d'affaires, on dit Gérard Depardieu, ça fait des dizaines d'années que des gens disent des choses, mais ça ne fait pas une réalité judiciaire. Oui. Jusque-là, ça ne faisait pas une réalité judiciaire, c'est ça que je veux dire. Il y a 2 choses qui me semblent très importantes autour de ce procès. Vous disiez il y a un avant et un après. Je pense qu'il y a vraiment 2 choses, et je vais répondre à votre question, mais parce que je voudrais pas qu'on ne parle pas de victimisation secondaire en fait aujourd'hui, parce que c'est vraiment je trouve un élément majeur. Là, il va vraiment falloir, et au travers du procès des viols de Mazan, et au travers de ce procès-là, s'interroger et s'emparer de cette question de la victimisation secondaire, c'est-à-dire de la manière dont on violente en fait les victimes dans le parcours judiciaire. Ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui décourage la plupart des victimes, de mettre à jour en fait les violences qu'elles subissent, et donc de faire en sorte que la justice soit à la hauteur du phénomène que l'on affronte en tant que femme en particulier. Bon. La deuxième chose qui est très importante, c'est que dans ce rapport de cette commission d'enquête, on interpelle le secteur professionnel. Et on l'interpelle non pas sous l'angle du droit pénal tellement, alors qu'en général c'est vraiment le prisme principal, c'est-à-dire que Depardieu c'est le tribunal correctionnel, Bedeau c'est le tribunal correctionnel, Plaza c'est le tribunal correctionnel, vous voyez. Et en fait, Plaza qui est un animateur de télévision. Et donc là on interpelle en fait un secteur, des professionnels, des employeurs, des producteurs, par le biais du droit du travail. Voilà, je vous interromps 2 secondes parce qu'on a la condamnation du tribunal correctionnel à l'égard de Gérard Depardieu, 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. C'était les réquisitions du procureur. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les victimes ont bien fait de mener ce combat, que leur détermination paye, et que ça va donner. C'est un message extrêmement, je trouve, positif pour toutes celles qui ont peur en fait d'y aller, et pour cause, parce qu'en fait elles sont intimidées en permanence, et qui, par des notions de tribunal médiatique, par la manière dont on les traite aussi dans le prétoire et dans le parcours judiciaire, etc. Et c'est pour ça que c'est important de revenir sur cette question de victimisation. Ce que je disais sur le secteur, c'est que là, on a effectivement des décisions pénales, mais ce qu'on oublie, c'est que le droit du travail, en fait, est un droit extrêmement protecteur. Il y a quelque chose que le droit du travail appréhende que ne fait pas le droit pénal, c'est la prévention. Et donc, toute cette question de comment on fait quand on sait, mais qu'en même temps qu'il n'y a pas de condamnation pénale, etc., elle se résout et elle trouve une solution dans le droit du travail qui donne, en fait, qui est le droit le plus protecteur en matière de lutte contre la violence sexuelle quand ça se passe au travail, et qui dit à l'employeur que sa principale obligation, c'est celle de prévenir les violences. Et donc, c'est évident que si on construit un filet de sécurité et qu'on donne sa dimension au droit du travail, on va permettre aussi aux producteurs d'avoir des outils qui permettent d'éviter de faire prendre des risques aux techniciennes, aux comédiennes, etc. Et ça passe par des mesures qui ont déjà été mises en place. Moi, j'ai formé les producteurs, des milliers de producteurs, grâce au programme du CNC, qui a conditionné les aides à la production à un cycle de formation des producteurs. Et je vous assure qu'au début, quand j'arrivais dans cette salle du CNC, les producteurs tombaient de leur chaise en se disant, mais nous, on n'est pas des enquêteurs, on n'est pas des policiers, on n'est pas des juges, etc. On n'a pas à se prononcer. On n'est pas là pour ça. Elle porte plainte, et puis nous, on verra bien quelle sera l'issue de la plainte. Et c'est vraiment là, il y a vraiment une vraie méconnaissance en fait de la portée du travail qui fait des employeurs des acteurs majeurs. Et ce que dit le rapport, encore une fois, c'est qu'il y a une méconnaissance encore importante, il y a une complaisance, et qu'en fait, il faut absolument amener les employeurs à s'emparer des outils, mais aussi à remplir leurs obligations de prévention, de réagir, d'enquêter, de sanctionner quand une enquête débouche effectivement sur le fait que effectivement il y a bien eu ces violences, et c'est évident que quand on met en place une formation en début de tournage, quand on a des référents sur le tournage,
quand on sécurise les scènes autour de l'intimité, etc., on crée finalement des obstacles à l'impunité, au fait qu'on va pouvoir effectivement mettre des mains sur les fesses ou tenir des propos salaces ou sexistes à l'égard des... Voilà. On crée un biotope qui est différent et c'est là-dessus aussi qu'il faut agir. L'obligation de prévention, elle est majeure et il faut absolument que les secteurs s'en emparent. Et la commission d'enquête avait aussi beaucoup évoqué l'urgence, l'importance de protéger les enfants, enfin les plus jeunes dans cette industrie du cinéma. Alors je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on retourne vers vous, Louise, avant de vous laisser à d'autres activités au Festival de Cannes. Cette question me traverse en écoutant ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On est donc jour d'ouverture du festival. Est-ce que cette condamnation, donc je le rappelle à l'instant, à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle au pluriel à l'égard de Gérard Depardieu, dont le président français avait encore dit il y a quelques mois un acteur qui rendait fière la France, est-ce que c'est de nature à plomber, si j'ose dire, l'ambiance au festival où on avait déjà mis Gérard Depardieu de côté, se disant... Il n'est pas tout à fait comme tous les autres, c'est un cas à part, un cas extrême et on va poursuivre notre chemin. Alors, la dernière venue de Gérard Depardieu au festival, c'était en 2015. Il était aux côtés d'Isabelle Huppert dans un film qui s'appelait Valley of Love. On ne l'a pas vu depuis. Ici, au festival, c'est toujours un peu la même chose. On essaye de donner une impulsion positive pour se mettre dans cette dynamique MeToo, mais on ne veut pas en faire un sujet politique et un sujet tranché. Thierry Frémaux, qui est souvent, je vous le disais, attaqué pour le manque de parité, parfois dans sa sélection, il se défend en disant quand il y a des bonnes réalisatrices, on les met en avant. Il ne veut pas rentrer dans une politique de quotas, par exemple. Toutes ces choses-là, on sent que ça bouscule un monde qui n'a pas envie de voir complètement révolutionner dans ses habitudes. Et le Festival de Cannes en fait partie. C'est un festival qui a porté au nu ces personnalités comme Gérard Depardieu, qui aujourd'hui sont mises en cause. Harvey Weinstein a été en son temps le roi aussi ici sur la Croisette où il produisait certains des plus grands films. The Artist, c'était lui. Et donc c'est une révolution au sens propre pour le milieu du cinéma. On peut reciter son nom, hein, Judith Godrèche. On se souvient de son invective l'année dernière lors de la cérémonie des Césars. Une invective tellement émouvante, tellement personnelle, où elle revenait sur ce qu'elle avait vécu, où elle demandait au monde du cinéma de changer pour le mieux, pour évoluer. Et alors ça... Dans le sillage de cette cérémonie, il y a eu cette fameuse commission parlementaire dont on parle beaucoup depuis le début de nos échanges. Donc voilà, c'est un mouvement lent que le Festival de Cannes essaye d'embrasser, mais ça se fait vraiment petit à petit. Merci beaucoup Louise Dupont en direct de Cannes. Laure, pour conclure, parce qu'on arrive au terme de cette émission, donc je vous rappelle cette toute dernière information, Gérard Depardieu condamné à 18 mois de prison avec sursis, c'était les réquisitions pour des agressions sexuelles sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Il est aussi condamné à plusieurs peines d'amende au civil. Vous disiez à l'instant, Maître, il y a des choses qui sont mises en place, la prévention, c'est essentiel pour faire obstacle à l'impunité. Et en vous écoutant, je me disais qu'on peut faire, et c'est pas pour être tout à fait défaitiste, mais on peut faire beaucoup. On peut mettre en place des préventions, des formations, des mesures de protection. Tant que quelque chose ne sera pas ce qui est vicié dans la société, dans le rapport en général entre les hommes et les femmes, on n'aura pas expurgé ça. On aura beau mettre en place tout ce qu'on veut dans n'importe quel secteur professionnel. Malheureusement, une femme continuera d'être victime de violences toutes les, je ne sais pas combien de minutes en France. 2 minutes 30. Voilà, 2 minutes 30. 2 minutes 30 les agressions sexuelles en France. Les viols et agressions sexuelles en France, c'est 247 000 cas par an, 217 000 pour les femmes, 30 000 pour les hommes. 96% des agresseurs sont des hommes, 0,6% de condamnation après les procès. Un truc important aussi sur le milieu du cinéma, c'est que quand une production est lancée et qu'on a monté son film sur un nom d'un acteur ou d'une actrice et qu'on a commencé le tournage, en fait, on ne peut plus s'arrêter en cours de route. Et il y avait eu cette histoire de l'actrice Sarah Forestier qui a raconté avoir été victime de violences de la part de l'acteur avec qui elle travaillait sur un film. Le type l'avait frappée, giflée, et la réalisatrice, qui était une femme, était venue la voir en lui demandant de ne pas porter plainte parce que ça allait bloquer le film, ça allait coûter extrêmement cher, que si on virait l'homme qui avait fait ça, eh bien, fallait recommencer tout le tournage, etc., etc. Donc, il y a aussi ce côté-là.
Merci beaucoup Laure. On est en direct avec Marie Schuster du tribunal au palais de justice de Paris. Bonjour Marie, on le disait, 18 mois de prison avec sursis et des peines d'amende pour Gérard Depardieu. Oui, tout à fait. Le juge a suivi les réquisitions du parquet. 18 mois de prison pour Gérard Depardieu avec sursis. L'inscription au fichier des délinquants sexuels pour l'acteur de 76 ans. L'acteur qui a été donc reconnu coupable lors de ce jugement. Le juge a tenu compte, dit-il, des déclarations constantes menées par les deux victimes depuis leur agression. Il a également tenu compte des incohérences des déclarations de l'acteur depuis sa première audition au commissariat et puis à la barre durant ces 4 jours de procès. Alors une condamnation sans surprise puisque la matérialité de l'infraction est bien caractérisée, a dit le juge, et suivant là les réquisitions du procureur, une condamnation donc sans surprise pour Gérard Depardieu, mais en l'absence de l'acteur qui est actuellement sur le tournage d'un film réalisé par son amie Fanny Ardant et qui avait témoigné pour lui à la barre lors de ce procès. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie Schuster depuis le palais de justice. Merci infiniment maître Paul Hérouillet d'être venu ce matin sur le plateau de Parlons-en. Merci Laure, vous étiez ici chez vous. Bien sûr, on vous retrouve toutes les semaines dans Actuel, le magazine de la rédaction sur les droits des femmes. On se quitte un petit quart d'heure pour mieux se retrouver pour la suite de l'info en continu. À tout à l'heure.